Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et c'est l'heure de vos rendez-vous économiques du dimanche en compagnie de Thomas Binet. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Comment une entreprise née il y a près de 150 ans peut-elle rester une référence mondiale de l'innovation ? Je vais vous raconter l'histoire de Roventa qui a traversé les révolutions industrielles sans jamais perdre de son avance. Et puis nous recevrons ensuite Sarah Bardin, spécialiste de restructuration d'entreprise, fondatrice de podcast Virage et autrice de Réparer. À 29 ans, un AVC a brutalement bouleversé sa vie sans pour en changer son cours. Peut-on reconstruire son existence et continuer à entreprendre quand tout bascule ? Dans quelques minutes, elle nous expliquera justement son témoignage. Et enfin, nous sommes avec Mayline Camus, notre experte en intelligence économique. Nous parlerons d'un sujet encore trop méconnu des dirigeants, la culture du renseignement d'affaires. Pourquoi certaines entreprises voient-elles les crises arriver quand d'autres les subissent de plein fouet ? Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, pour commencer ce rendez-vous, on va parler d'une marque qu'on a tous à la maison. Mais quand je dis tous, j'insiste sur le tous, mais dont on ignore très souvent l'histoire. C'est Roventa. Derrière nos aspirateurs, il y a donc une véritable saga industrielle que vous allez nous raconter. Oui, et elle commence quand même assez loin des aspirateurs. En 1884, Roventa est une petite entreprise allemande qui fabrique des accessoires de bureau et de fumeurs. Absolument rien à voir avec ce que vous en connaissez aujourd'hui. Mais très vite, elle sent le virage de l'électricité et s'y engouffre. Objectif, créer des appareils fiables, performants et déjà élégants. D'une certaine manière, le décollage de l'entreprise, Oui. il arrive quand ? Après la Seconde Guerre mondiale, Maxime Roventa lance ses fers à repasser électriques, puis dans les années 70, ses aspirateurs. Et là, la marque impose son style, silencieuse, puissante, haut de gamme. Elle devient une référence européenne. Son credo, la qualité allemande, sans compromis. On peut se dire quand même qu'avec la mondialisation, notamment, ça a pu se compliquer pour la suite, non ? Oui, malheureusement, dans les années 90, la concurrence asiatique casse les prix et les codes. Roventa doit se réinventer. Elle rejoint alors le groupe SEB, un tournant clé pour elle. Elle garde son positionnement premium, mais gagne une force de frappe mondiale. Et aujourd'hui, l'entreprise Roventa joue encore dans la cour des grands ? Plus que jamais, aspirateurs, robots, purificateurs d'air, produits réparables, Roventa mise sur la technologie et l'écologie. Des appareils conçus pour durer jusqu'à 15 ans. Dans un monde qui veut consommer mieux, la marque revient à son ADN, donc performance et durabilité, et un temps d'avance sur nos besoins du quotidien. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes avec Sarah Bardin, spécialisée en restructuration d'entreprises en difficulté, fondatrice de la société de production audiovisuelle Virage et auteure de ce livre à succès Réparer, surmonter un AVC à 29 ans. Et c'est à retrouver aux éditions Stock. Je suis si fatigué. C'est maintenant ce matin du 28 juin 2021 que je vais mourir. Seul dans ce box des urgences à 29 ans, grelottant de froid et terrifié. Je ne reverrai jamais le sourire de mes fils, je ne saurai jamais quels petits garçons ils deviendront. S'ils seront des hommes aussi adorables et drôles qu'ils l'étaient bébés. Alors pendant que le soleil se lève pour briller pour eux, je me mets à pleurer. Pleurer sans m'arrêter et appeler mes fils. C'est à ce moment-là que j'ai lâché prise dans un hurlement aussi profond que définitif. À compter de cet instant précis, je n'ai plus aucun souvenir. Blackout. Bonjour Sarah Bardin. Bonjour. Ce passage, je l'ai pris de votre livre. C'était il y a 5 ans. Jour pour jour, quasiment heure pour heure, en fait. C'est le hasard de la vie, dit-on. Un petit clin d'œil de l'univers. Pourtant, il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous, disait Pelé-Loire. Absolument, j'y crois. Et chaque année, j'ai mon petit clin d'œil. Celui-là est particulièrement plaisant. Alors, j'ai envie de commencer par une question simple, mais importante, que tout le monde se pose en écoutant le premier récit que je viens d'en faire. Comment allez-vous, 5 ans après ? Je vais très bien, je vais étonnamment très bien. Si on m'avait dit il y a 5 ans, il y a 5 ans j'étais dans le coma, mais si on m'avait dit à mon réveil que j'aurais un jour cette vie, que je pourrais un jour avoir de nouveau une vie normale, j'y aurais pas cru. Est-ce que vous dites aujourd'hui, comme vous l'avez écrit dans votre livre, je vais comme quelqu'un qui dispose de la vie éternelle ? Sans vouloir la gâcher, en ayant quand même conscience qu'elle prendra fin, que je finirai par perdre le combat, mais le plus tard possible. Alors pour bien expliquer à nos auditrices et nos auditeurs qui nous font le plaisir de nous accompagner ce dimanche matin, je vais leur reprendre, si vous le permettez, sous votre contrôle, le fil de cette nuit du 27 au 28, car c'était il y a quelques heures, il y a 5 ans. À 3 heures du matin, vous êtes prise de vertige, de nausée, vous êtes allongée à même le sol de la salle de bain et vous crachez du sang. Vous mettrez 2 heures à convaincre votre compagnon de l'époque à appeler les secours car il ne croit pas à l'AVC. Et à 6 heures du matin, le diagnostic tombe,
c'est un AVC massif. Le médecin vous laisse quelques minutes pour prévenir vos proches, car les médecins sont formels. Vous ne serez bientôt plus en mesure de téléphoner, vous ne pourrez plus réagir. Vous prévenez votre meilleur ami, surnommé Gamette, Camille, de son vrai prénom, et pas le père de vos enfants avec lequel vous entretenez des relations conflictuelles depuis des années et qui vont prendre une autre dimension avec cet AVC. Sarah Bardin, comment peut-on avoir un accident vasculaire cérébral? Parce que je pense que c'est la question que tout le monde se pose en nous écoutant à 29 ans, sans être un profil à risque, parce qu'on n'imagine pas du tout que ça soit possible. Alors, l'AVC concerne tous les âges, il concerne surtout les femmes, et c'est ce qui est assez méconnu et assez surprenant, puisque ça reste quand même la première cause de mortalité féminine, mais on n'en parle pas. Parce que l'AVC est extraordinairement anxiogène. Quand vous vous imaginez une victime d'AVC, vous vous imaginez un homme âgé, avec un peu de bave au bord de la bouche, qui ne peut plus parler. Vous imaginez pas que ça puisse frapper un sujet jeune, qui, en fait. Et encore moins une femme. En l'occurrence, on pense beaucoup au cancer du sein quand on pense maladie mortelle des femmes. Cancer du sein, une femme sur 8, AVC, une femme sur 4. Alors justement, j'ai pris les données publiées par Santé publique France. Je reprends des éléments que vous donnez et je vais les compléter si vous m'y autorisez. Ce sont entre 120 et 150 000 Français qui sont victimes d'un AVC. On constate un AVC toutes les 4 minutes. C'est la première cause, vous l'avez dit, de mortalité féminine et ça touche une femme sur 4. Plus de 30 000 personnes en meurent chaque année. Chaque minute de perdu, c'est quand même 2 millions de neurones perdus. 80% des cas pourraient être évités si les facteurs de risque pouvaient être identifiés. Et surtout, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'aucune campagne de santé publique sur le sujet n'a été jamais mise en place. C'est votre combat depuis 2 ans, d'ailleurs, depuis que ça vous est arrivé. Et notoirement, les pouvoirs publics ne l'entendent pas. Mais ça interroge. On se demande justement pourquoi on n'a pas cette campagne de santé publique qui, à moyen terme, voire à court terme, pourrait représenter d'importantes économies parce que tout le monde ne meurt pas de l'AVC. Il y a beaucoup d'handicapés et donc c'est très coûteux. Ça reviendrait à beaucoup moins cher de faire une campagne de santé publique et surtout ça permettrait une prise en charge rapide. Or, on a pu constater que plus la prise en charge est rapide et spécialisée, moins les séquelles sont étendues. Donc en fait, on s'y retrouve. Alors justement, vous parlez de séquelles et pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur les réseaux sociaux, ils ne voient pas que vous avez forcément des séquelles quand on vous voit. Et pourtant, je vous cite, « Je suis victime de stigmates du handicap invisible, comme si je ne savais rien faire de mes 10 doigts. En haut des marches, je m'arrête car j'ai peur de basculer en avant. J'ai du mal à couper la viande de mes enfants si mes couteaux sont mal aiguisés. Je peux être victime d'une grande fatigue à n'importe quel moment et ne pas trouver le sommeil pour autant. Mon pied gauche s'en mêle régulièrement avec ma jambe droite. Je ne peux plus jouer du piano. Taper sur le clavier de mon ordinateur pour écrire le livre est un sacerdoce. Ma main gauche tremble chaque fois qu'il ne faut pas. J'ai mal à la tête, quasiment en permanence. Je ne sais plus courir. Le stress intense est très problématique. Si on me coupe la parole, il m'est impossible de retrouver le fil de ma pensée. Je m'arrête là. Il y a un chapitre entier. On peut se dire quand même que c'est lourd, évidemment, à porter. C'est ce que moi je qualifie de maladie invisible. Parce qu'on ne le voit pas quand on vous observe, quand on voit quelqu'un qui est frappé par ces maladies. Est-ce que, ça c'était il y a 2 ans, est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans après, les séquelles que je viens d'évoquer, et encore, je n'ai pas tout évoqué, sont les mêmes? Alors, il faut savoir que je m'en sors extrêmement bien, puisque je vis avec une ablation d'une partie du cerveau. C'est-à-dire qu'il me manque une partie du cerveau et il me manque une partie de la boîte crânienne. Donc, en théorie, je ne devrais même pas pouvoir tenir sur mes 2 jambes. Donc, la liste des séquelles, aussi longue soit-elle, est très courte. Je m'en sors extrêmement bien. Aucun médecin n'a jamais imaginé que je pourrais même un jour remarcher. J'ai même plus la zone du cerveau qui permet de maintenir mon équilibre ou ma coordination. Donc en réalité, tout ça, vous voyez, ce sont peu de choses. Ce sont peu de choses. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission que nous sommes avec Sarah Bardin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Réparer, surmonter un AVC à 29 ans ». On va s'intéresser à la femme d'avant, si vous me permettez. Vous obtenez votre bac à 16 ans, vous poursuivez des études exigeantes en droit des affaires, votre carrière progresse rapidement jusqu'à cet accident. Est-ce que l'AVC vous a rendu moins ambitieuse ou ambitieuse autrement ? Pourquoi je vous pose la question? Parce que vous le dites de vous-même dans le livre, vous êtes ambitieuse, impatiente, carriériste, déterminée. Que des qualités. Ce sont des énormes défauts, je pense. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous le dites. Non, en réalité, ma carrière prend un premier arrêt à la naissance de mes enfants, puisque mes enfants sont nés grands prématurés. Ce qui a nécessité une réorganisation de la vie familiale qui reposait principalement sur moi. Ça a été un premier appel à l'ordre du fait que peut-être que tout ne tournait justement pas autour de ma carrière. Et puis ensuite, il y a eu cet AVC, coup de grâce, puisque là, il y avait un problème réellement comment dire, un problème pratique. Je ne pouvais pas travailler. Dès que
j'ai repris le travail, mais différemment. Voilà. Et puis vous avez une vision de votre quotidien qui est extrêmement modifiée par ces événements. Et puis évidemment, votre curseur de vos priorités est totalement déplacé. Alors vous êtes spécialisé en restructuration d'entreprise. On ne va pas rester sur cet épisode particulièrement parce que depuis vous avez lancé aussi un podcast qui s'appelle Virage. Alors ça s'écrit différemment de ce qu'on pourra en croire. Ça s'écrit V-Y-R-A-J-E et c'est sur YouTube pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'aller voir ce que vous faites. Vous avez fait une centaine d'entretiens de femmes et d'hommes que vous appelez célèbres ou anonymes, des destins extraordinaires, à l'image peut-être du vôtre par certains côtés. C'est ça qui vous a inspiré, le fait de mettre ce podcast en ligne ? Alors, j'en suis pas encore à 100 entretiens parce que c'est assez récent comme projet, mais je vais bientôt y arriver. Et oui, incontestablement, c'est mon histoire personnelle qui a eu une résonance. J'ai constaté que pour tout le monde, et le sujet est assez universel, même si la destination est fixe, la trajectoire n'est jamais celle qu'on imagine. La vie est faite de virages. Je ne connais personne qui a eu un destin linéaire. Donc, en effet, je tends le micro à ces destins un peu extraordinaires qui me passionnent et qui sont des leçons de vie. Sarah Bardin, avant votre AVC, qu'est-ce qui vous semblait urgent et qui vous paraît aujourd'hui dérisoire ? Notamment le fait que je priorise ma vie uniquement professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans la quête permanente de l'équilibre entre ma vie personnelle et en particulier le rôle que j'ai auprès de mes enfants et ma vie professionnelle, puisqu'il y a quand même un principe de réalité, il faut faire manger cette petite famille. Vous dites souvent que vous avez vécu depuis cet AVC dans l'instant présent. Beaucoup de personnes diraient à ma place vivement demain, vous c'est vivement maintenant. Est-ce que pour autant vous arrivez à vous projeter ? Parce que, sauf erreur de ma part, j'ai lu dans votre livre que tous les soirs quand vous vous couchez, vous dites que peut-être que demain ça sera fini. Tous les soirs, sans exception. Mais j'ai très envie de vieillir en revanche. C'est-à-dire que pour moi, vieillir est une chance. Vous voyez, je n'aurais pas dû voir mes enfants souffler leur deuxième bougie, ce sont des jumeaux. J'aurais jamais dû assister à cette scène. Dans quelques semaines, je les verrai souffler leur 7e bougie et j'en suis ravie. Donc vous arrivez à vous projeter ? J'appréhende la vieillesse, enfin l'âge, en tout cas le fait de vieillir très différemment des personnes de mon âge, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer notre entretien de ce dimanche matin en dehors de la santé ? La santé de mes enfants. La santé de vos enfants. Oui. Eh bien écoutez, le message est passé. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Sarah Bardin d'être passée du côté d'Oser Entreprendre et je rappelle donc que vous êtes l'autrice de ce livre à succès Réparer avec le récit de ce parcours surmonté un AVC à l'âge de 29 ans et c'était aux éditions Stock. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, nous sommes pour conclure ce premier rendez-vous économique avec Mayline Camus, ancienne officier de renseignement, fondatrice et dirigeante du cabinet de renseignement d'affaires Prisme Intelligence et notre experte en intelligence économique. Thomas, vous allez avec elle nous parler de la culture du renseignement d'affaires. Alors on va repartir sur un sujet un peu plus pragmatique avec vous, Mayline. Quand on entend le terme d'intelligence économique, on pense souvent à la veille, aux informations ou encore au renseignement, mais vous dites que c'est avant tout une culture. Exactement Thomas. Beaucoup de dirigeants pensent que l'intelligence économique est un outil ou une fonction qu'on développe dans les entreprises. Et en réalité, c'est d'abord un état d'esprit. Celui qui consiste à observer son environnement, anticiper les risques, se protéger et détecter les opportunités avant les autres. Alors concrètement, à quoi cela ressemble dans une entreprise, Mayline ? On va prendre un exemple concret. 2 entreprises. Elles évoluent sur le même marché. La première, elle continue, comme d'habitude, sans trop s'inquiéter, ni même observer ce qu'il se passe autour d'elle. Et la seconde, elle va surveiller les évolutions réglementaires, les nouveaux concurrents, les innovations technologiques et les signaux faibles de son secteur. Elle va finalement instaurer une culture du renseignement d'affaires dans son organisation. Quelques mois plus tard, une nouvelle réglementation bouleverse le marché. La première entreprise va subir la situation, alors que la seconde, elle l'avait anticipée, elle s'était déjà adaptée. Donc l'avantage ne vient pas forcément des moyens financiers, c'est ça que vous voulez nous expliquer ? Exactement. L'avantage vient souvent de la capacité à comprendre ce qui est en train de se passer avant les autres. L'intelligence économique, ce n'est pas avoir le plus d'informations, c'est de savoir identifier les bonnes informations pour prendre les meilleures décisions. Donc si je vous comprends bien, l'intelligence économique concerne toutes, mais absolument toutes les entreprises. Toutes, sans exception. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, les entreprises qui réussissent ne sont pas forcément les plus grandes ou les plus puissantes. Ce sont souvent celles qui comprennent leur environnement avant les autres. Avoir de l'information, c'est bien, mais savoir ce qu'on en fait, c'est quand même mieux. Merci Mayline. Et merci à vous mon cher Thomas, on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de vos rendez-vous économiques Osez Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.